Bonjour les amis, alors je vais commencer par Total Energy, puisque je vais vous parler de 5 sociétés que je pense qu'il faut avoir absolument en portefeuille. Alors Total Energy a publié ses résultats du troisième trimestre 2022 le jeudi 27 octobre. Bien sûr, l'action a boosté derrière ces résultats. Et ces résultats sont donc très bons puisque le résultat augmente de plus 43% au troisième trimestre avec 6,6 milliards d'euros. Ce qui représente 17,3 milliards sur les 9 premiers mois quand même, et donc 69% d'augmentation. En prenant les chiffres ajustés, c'est même plus 107% sur le trimestre avec 9,9 milliards, quasiment 10 milliards. Et sur les 9 mois, c'est donc 150% de plus pour 28,6 milliards, avec une nouvelle provision cependant de 3,1 milliards pour la Russie de dépréciation d'actifs, soit moins de 11 milliards seulement, et c'est en partie à cause de Novatek. Donc si on lit un peu le compte-rendu, on s'aperçoit que effectivement la baisse des hydrocarbures a été de 5%. Cependant, au cours du quatrième trimestre, le groupe prévoit une remontée supérieure à ça, nettement supérieure. Il est prévu 16 milliards d'investissements aussi, donc plus 20%. 16 milliards de dollars ou d'euros, puisqu'on est à parité, donc 4 milliards pour les énergies décarbonées. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi de voir les faits marquants. Et en fait, quand on les suit de près, il ne se passe pas un mois sans qu'il ne se passe pas quelque chose chez Total, et ça me plaît beaucoup. On voit par exemple que tout simplement l'acquisition d'une participation dans un portefeuille de plus de 12 gigawatts de projets solaires éoliens terrestres au Brésil. En éolien offshore, on a le démarrage de Seagreen, le plus grand parc éolien offshore d'Écosse. Et dans le solaire, on a le démarrage de la centrale d'Al-Kharsa de plus de 800 MW au Qatar. Objectif de 500 MW de capacité de production solaire distribuée en toit, ombrière, etc. atteint dans le monde. Donc ça, c'est vraiment les faits marquants qui sont intéressants à signaler. Mais ce n'est pas tout. Dans le GNL, on voit une prise de participation de 9,37% dans North Field Source. Donc ça, c'est donc situé au Qatar. Donc il y a pas mal de projets, même en Papouasie, etc. Démarrage de production du champ d'Ikité au Nigeria. Lancement en Angola des développements de champs pétroliers de Bégonia, etc. Vous en avez foison de projets qui sont soit en train de se déployer, soit carrément en exploitation depuis peu. Et tout ça va venir, à mon avis, continuer à alimenter les futurs bénéfices de Total. Alors après, dans les faits, dans les chiffres, moi je regarde deux choses assez importantes sur un titre comme ça, c'est le PER. On a un PER en 2023, on approche de 2023, donc on va prendre celui-là, on a un PER de 4,30. C'est un PER extrêmement faible. Et moi personnellement, je suis toujours étonné de voir cette action au prix où elle est aujourd'hui, avec un PER pareil et surtout un rendement de 5,83%. Je vous rappelle que Total, même pendant le Covid, n'a pas supprimé son dividende, ni même abaissé. On a un dividende exceptionnel au mois de décembre de 1 euro qui va tomber. Je pense que les dividendes de Total dans les années futures seront certainement réévalués à la hausse et même très fortement. Graphiquement, on voit bien que la direction est bien haussière sur Total. On a un double bottom ici, on voit bien que c'est une figure qui a failli, d'ailleurs, on a failli clôturer au-dessus de cette zone ici
ce qui nous aurait bien arrangé. Mais après, il y a beaucoup de raisons, hein, puisqu'on était vendredi, je l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, vendredi, il y a des gens qui ont dû prendre leurs bénéfices. Il y a le fait que le titre avait aussi notamment bien monté. Si on regarde les Bollinger, surtout, on voit qu'on était sorti des Bollinger. Quand on sort des Bollinger, il y a une force relative qui va à l'inverse de où allait le cours, et donc on est revenu à l'intérieur de la bande Bollinger, ce qui est sain, ceci dit. Maintenant, on va retirer tout simplement les bandes Bollinger. On peut regarder aussi Ichimoku. On voit qu'Ichimoku, lui, il n'indique aucun signe de faiblesse. C'est très acheteur sur Ichimoku. On va regarder la moyenne de 12 qui est acheteuse, donc pas de problème non plus là-dessus. On voit que si on dézoome, en fait, l'objectif premier serait les 57 euros environ, hein. On devrait très certainement aller se balader sur les 57 41 à mon avis. Ensuite, sur le un peu plus long terme, hein, là on est en bougie monthly, donc chaque bougie fait un mois, et là on peut que imaginer revoir les cours aller toucher ce plus haut qui est tout simplement de 63,40 €, 63 euros, qui est ce que voient tous les analystes. Par contre, effectivement, moi personnellement, j'aurais plutôt à mon avis avoir le marché aller au-delà de ça, de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, et de se dire, si on continue comme ça, dans les 6 mois, 8 mois à venir, on devrait casser ça et aller bien plus haut, surtout si les cours des matières premières, notamment du pétrole et du gaz, se mettaient à tirer toujours plus haut. Voilà, donc moi je suis acheteur sur le titre Total. C'est un titre que je pense incontournable, qu'on ne peut pas éviter d'avoir en portefeuille aujourd'hui. Autre titre incontournable, la Coface. Alors la Coface est un titre très intéressant dans la mesure où c'est un titre qui a procuré 13,2% de rendement en 2022 et qui en prévision devrait procurer 10,3% de rendement, et donc 10% de rendement, ça se regarde, surtout que le pair est lui aussi très faible à 8,26. Alors la Coface, c'est un titre qui distribue quasiment l'intégralité de ce qu'elle gagne en dividendes, donc en fait c'est un titre qui n'est pas du tout endetté, contrairement à beaucoup de valeurs, bien que Total se soit considérablement désendetté, elle a pratiquement plus de dettes. D'ailleurs, je reviens sur Total, c'est aussi un titre qui est intéressant parce qu'elle a une capacité de se réendetter pour pouvoir acquérir pourquoi pas des petits joyaux qui pourraient lui permettre de mieux encore consolider ses chiffres. Mais alors la Coface, elle, tout simplement, ne continue pas de réinvestir dans quoi ou qu'est-ce, elle distribue largement tout ce qu'elle gagne, et donc ça c'est assez intéressant. Et quand on voit un petit peu les chiffres de cette société, on n'a quasiment pas grand risque à rester sur elle. Alors pourquoi je vous parle aussi de la Coface aujourd'hui, c'est que tout simplement aujourd'hui, vendredi, sur la Coface, on a cassé les plus hauts ici, et qui étaient aussi cassés ici, et donc on a cassé aussi les plus hauts qui étaient ici. On est en train de combler le gap qui est ici, et c'est assez intéressant parce que on a ici un gros gap à combler qui est en fait le gap du versement du dividende. Vous savez que quand on verse un dividende, l'action en question qui a versé le dividende, par exemple, si elle verse 2 euros sur 12, elle se retrouve à 10, puisque dividende détaché, on dit bien détaché, c'est un coupon qui est détaché du prix de l'action, bien l'action baisse d'autant. Et souvent, et très souvent, et même toujours sur Coface, tout simplement, au fil du temps,
les cours vont aller retoucher ou même dépasser ce point où on avait versé le dividende, puisque le futur dividende s'approche à grands pas, et donc l'objectif, ça serait au moins 12,31 €. Donc assez sympa quand on l'a acheté à moins de 10 comme nous, mais même toujours assez sympa quand on est à 11,40 comme vendredi, puisque là par contre on achète sur un véritable signal d'achat. On a Directional Index Mouvement qui est acheteur. Si on regarde la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse depuis pas mal de temps, mais aussi Ichimoku, eh bien on est acheteur, donc tout est acheteur sur cette valeur. Moi personnellement, effectivement, je la conseille, notamment même sur le long terme pour le dividende. Alors, troisième valeur que je conseille aussi d'avoir son portefeuille, c'est les valeurs que je viens de vous parler, comme celles dont je vais vous parler tout à l'heure, sont quasiment des valeurs que vous pouvez conserver à vie. Et là, je vais vous parler d'Air Liquide. Air Liquide qui a encore gagné 1,31% vendredi à 133,42, valeur dite de père de famille. Alors cette valeur est beaucoup moins intéressante au niveau du rendement, puisqu'on a un rendement de 2,34% donc en 2023. Donc les rendements sont très modestes chez Air Liquide. Par contre, c'est versé depuis une éternité. C'est une des plus vieilles valeurs de la cote, et elle a un pair de 21. Alors un pair de 21 en 2023, en fait, pour une valeur pareille, c'est peu, sachant que c'est une valeur verte qui a investi pas mal dans l'hydrogène, et une valeur qui a publié d'excellents chiffres dernièrement. Avec une croissance de 8,3% au troisième trimestre, dont les moteurs principaux ont été la division électronique pour les semi-conducteurs, la division industrielle avec la grande industrie, et la transition énergétique avec l'hydrogène. Maintenant, ces chiffres ont été bons, certes, mais surtout on voit que graphiquement, globalement, si on recherche les plus hauts d'il n'y a pas très longtemps, on était à 153 € et quelques, et puis là on est seulement à 133. Donc il y a encore de la marge pour que cette société monte, et même je dirais que d'aller voir ces plus hauts historiques n'est pas une fin en soi. Moi je pense que la valorisation d'Air Liquide se situe plutôt aujourd'hui autour de 180 € plutôt que 140, 150. Donc voilà, on est à 133 € pour moi. Ça reste une très belle affaire que d'acheter du Air Liquide aujourd'hui. Alors quatrième société incontournable à mon sens, c'est Airbus. Alors Airbus, pareil, comme Air Liquide, même encore moins qu'Air Liquide, le dividende n'est intéressant, puisque en 2023 on va être à 2,16%, donc on est plutôt sur une valeur de croissance, une valeur technologique, avec un pair de 16,7 en 2023. Donc tout ça sont des chiffres qui sont intéressants, mais sans plus. Ceci dit, Airbus a aussi comme Air Liquide et Total annoncé d'excellents résultats dernièrement. Graphiquement, très intéressant, on voit que cette bougie vendredi montre que les chiffres, même s'ils étaient en deçà d'attendus, puisqu'on attendait 887 millions et il y a eu seulement 836 millions de résultats opérationnels, ceci dit, les principaux marchés continue à se redresser et la demande est robuste. Donc on voit bien que on a aussi un double bottom sur ce graphique. Tout ça me porte à croire que pratiquement sur toutes les belles valeurs on a un double bottom. Si on regarde sur du plus long terme, si on dézoome, on voit qu'on a des objectifs facilement atteignables sur les 120. On voit que 120 ça va être une zone un peu difficile à passer. Mais par contre, si on regarde le graphique en monthly, moi j'aime bien regarder aussi en monthly ce qui s'y passe. Donc là, on a eu le Covid, effectivement, ça a été dramatique pour Airbus.
Mais on voit que le titre a pratiquement repris ses plus hauts, hein, on y arrive. Je pense qu'on va y arriver très bientôt. La plupart des analystes voient ce point, hein, comme d'habitude, les gens voient toujours le plus haut historique, qui est de 137, 140. Hein, donc la plupart des analystes vous donnent des targets à 140. Moi, j'aurais plutôt tendance à fixer des objectifs à 160. Peut-être que je suis un peu gourmand. En tout cas, c'est un titre qu'on peut conserver sans grand risque en portefeuille. Et enfin, dernier titre que je vous conseille d'avoir en portefeuille absolument, c'est Stellantis. Alors Stellantis, c'est une valeur qui est très très intéressante parce qu'en 2023, en fait, elle a un PER de 3,07% et vraiment un PER de 3. En 2024, elle aurait un PER de 2,86. Elle dispose d'une trésorerie extrêmement abondante et un dividende extrêmement généreux avec 9,55% de dividendes prévus en 2023 et en 2024, 10,2%. Alors ce qui est intéressant chez Stellantis, c'est que en fait Stellantis aujourd'hui c'est la fusion absorption de Peugeot SA en janvier 2021, Fiat Chrysler Automobile. Donc ce nouveau groupe figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. Et ce qui moi m'intéresse, hein, quand on regarde les marques vendues par ce nouveau groupe, hein, par cette société, on a Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat Professionnel, Jeep, Lancia, RAM et SRT. Donc tout ça, c'est quand même un gros pôle de voitures, hein, qui se vendent de par le monde. Mais on a aussi la division luxe avec les marques Maserati et DS Automobile. Alors évidemment, ce groupe vend aussi des systèmes d'intérieur, sièges automobiles, etc. Bon, tout ça, c'est bien normal, mais aussi il y a des prestations et des financements de vente, donc ils font aussi de l'achat, location, crédit bail, donc il y a une petite partie secteur bancaire finalement. Autre chose, on va revenir sur les chiffres, hein, pour Stellantis. On a une capitalisation de 43 milliards là dans les comptes. Et par contre, donc elle est capitalisée 43 milliards, on va dire 44, 45 milliards, hein, pour arrondir, mais il y aurait 20 milliards de cash disponibles dans les caisses. Et donc en fait, quand on sait ça, on peut se dire que c'est une valeur qui vaut beaucoup plus et qu'elle est vraiment sous-cotée aujourd'hui. Et enfin, dernièrement, pour terminer, Carlos Tavares est un très bon président, donc à chaque fois moi que j'investis dans une société, je regarde aussi le management. Je vous ai pas parlé du management de Total, d'Airbus, ni d'Air Liquide ou autre, hein, parce qu'ils ont des très bons managers. Et Stellantis, par contre, est un peu une société nouvelle, hein, puisqu'on doit un petit peu tester cette fusion-absorption qu'il y a eu en 2021, et donc on voit que ça prend son petit bonhomme de chemin et que visiblement ça devrait aller beaucoup plus loin et que certainement que les résultats seront au rendez-vous. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles en vous souhaitant un bon week-end et à lundi.